Du fait de sa simplicité de construction, d'utilisation et d'entretien, de sa robustesse et de son faible prix de revient, le moteur asynchrone est très utilisé dans l'industrie moderne. On peut le trouver dans des gammes de puissance allant de quelques centaines de watts à plusieurs milliers de kilowatts. Mais voyons plutôt les composants récurrents que l'on trouvera lors de son démarrage et étudions les différentes fonctions qui devront être appliquées afin d'obtenir un démarrage moteur viable. Alors voici un schéma de démarrage moteur sans automaintien. Nous allons afficher nos différents composants. Alors tout d'abord les composants de puissance, puis le transformateur abaisseur et ses protections afin d'obtenir une tension de sécurité avec laquelle nous alimenterons la partie commande comprenant les boutons poussoirs qui permettront de mettre en marche et d'arrêter notre moteur, mais aussi des voyants qui nous informeront sur l'état de notre process. Remarquez que sur un schéma électrique, tous les composants sont représentés au repos, c'est pourquoi les différentes protections de type fusible ne sont pas enclenchées. Faisons maintenant l'étude des différents constituants qu'on retrouvera sur un démarrage moteur et de leurs fonctionnalités. Nous allons avoir une partie puissance et une partie commande, et sur ces deux parties, différents composants qui seront soit liés à l'une, soit liés à l'autre, soit liés aux deux parties. Alors on va commencer par le plus simple et voir les différentes fonctionnalités qu'on aura sur la partie puissance. Tout d'abord, tout en haut à gauche, une arrivée triphasée 400 volts, puis juste en dessous un premier composant, Q1. Ici, il s'agit de la fonction sectionnement. Alors, la fonction sectionnement nous permet d'isoler la partie amont de la partie aval et ainsi de pouvoir travailler sur la partie aval hors tension en toute sécurité. Ce composant Q1 est aussi le support d'un autre composant appelé fusible. En effet, celui-ci sera le point faible sur le circuit puisqu'il fondra au passage d'un courant trop grand et assurera la protection contre les courts-circuits. Il protégera donc notre système contre les incendies. Juste dessous, nous avons un composant nommé KM1. Celui-ci assurera la fonction de commutation-distribution de mon énergie de puissance à mon moteur. C'est pour ainsi dire un interrupteur télécommandé qui viendra par l'intermédiaire de ses contacts alimenter ou non notre moteur. Juste au-dessous de ce composant, nous en trouverons un autre qui se nomme F1. Celui-ci aura pour fonction de surveiller la surchauffe de mon moteur et permettre l'arrêt de celui-ci en cas de danger. Et pour finir, nous retrouverons notre moteur qui a pour fonction de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Pour ceux qui sont un peu curieux, il ne vous aura pas échappé qu'on retrouvera certaines dénominations sur la partie commande dont on avait déjà parlé sur la partie puissance, notamment pour Q1, KM1 et F1. Ils feront donc partie intégrante de la partie puissance, mais également de la partie commande. Ils seront représentés dans une vue dite éclatée, puisque le composant dans sa globalité ne sera pas représenté dans un seul endroit du schéma. Alors commençons dès maintenant à simuler le fonctionnement de notre schéma. Pour cela, nous allons fermer le sectionneur porte-fusible Q1, puis les fusibles F2 et F3, afin de rendre ces protections actives. Remarquez qu'un premier voyant va changer d'état et nous indiquer que le circuit est sous tension. Cette information nous sera donnée par le voyant H1. Celui-ci n'étant pas conditionné par un contact en amont, il s'allumera dès que mon circuit sera sous tension. Tentons maintenant de faire fonctionner mon moteur. Je vous rappelle que celui-ci sera alimenté par le contacteur KM1 qui a pour fonction la commutation de l'énergie de puissance. Voyons maintenant par quelle technique les contacts de KM1 vont se fermer et permettre au courant de parcourir mon circuit afin qu'en finalité je vienne alimenter mon moteur. Alors pour comprendre cette technique, il va falloir qu'on revienne sur certaines lois électriques. Selon le théorème d'Ampère, tout courant parcourant un circuit crée un champ magnétique à travers la section qui l'entoure. C'est un phénomène très utilisé en électricité. Imaginons maintenant que l'on prenne un conducteur et qu'on le replie sur lui-même afin de créer un bobinage. Si un courant parcourait celui-ci, le champ magnétique créé serait d'autant plus grand que les spires du bobinage seraient importantes. Et notre contacteur moteur KM1 est ici composé d'une bobine ainsi que de contacts mobiles permettant la fermeture d'un circuit. Ces contacts sont maintenus en position grâce à un ressort de rappel. Néanmoins, il va être possible de les fermer grâce au théorème d'Ampère. En effet, un courant parcourant la bobine de KM1 va créer un champ magnétique suffisamment puissant
pour attirer les contacts mobiles vers elle et comprimer le ressort les maintenant en position ouverte afin de permettre la fermeture de ces contacts. Alors voyons comment tout ça va être possible. À l'appui sur le bouton poussoir S2, je vais me retrouver en présence d'un circuit fermé. Celui-ci va être parcouru par un courant qui alimentera donc notre bobine KM1. Celle-ci créera un champ magnétique suffisamment puissant pour comprimer le ressort de rappel, conservant les contacts de KM1 en position ouverte. Ces contacts mobiles liés à notre bobine KM1 vont donc changer d'état et se fermer sous l'influence du champ magnétique créé. Cela aura au niveau de notre schéma deux incidences. La première, c'est alimenter mon moteur et permettre sa rotation. Et la seconde, c'est alimenter le voyant H2, voyant de visualisation de la marche moteur. En effet, au niveau de notre schéma, si l'on regarde le voyant H2, son alimentation est conditionnée par la fermeture d'un contact normalement ouvert de KM1. Sous l'influence du champ magnétique créé, ce contact se fermera également et viendra alimenter mon voyant. Alors tout semble aller pour le mieux, simplement dans l'industrie, les boutons poussoirs que l'on va utiliser pour mettre en route et arrêter les process sont des boutons poussoirs de type monostable, c'est-à-dire qu'ils sont munis de contacts qui reviendront dans leur position initiale une fois qu'on aura fini de les activer. Et ceci va avoir des conséquences sur notre process, car lorsque je vais arrêter d'appuyer sur le bouton poussoir S2, son contact reviendra à sa position de repos ouverte et désactivera l'alimentation de la bobine de KM1. Celle-ci n'étant plus alimentée ne fournira plus le champ magnétique capable de faire changer d'état tous les contacts qui lui sont liés. Ces contacts reviendront donc à leur état de repos et s'ouvriront, désalimentant ainsi le moteur et le voyant H2. Alors vous vous doutez bien que ce mode de fonctionnement ne va pas être satisfaisant. Il ne sera pas intéressant de mobiliser des opérateurs pour appuyer sur des boutons poussoirs. C'est pourquoi on va utiliser une technique permettant de mémoriser un appui sur une commande. Cette technique s'appelle l'auto-maintien. Alors la méthode utilisée sera toute bête. Partons du principe qu'au moment du relâchement du bouton poussoir, celui-ci va revenir à sa position initiale et ouvrir le circuit d'alimentation de la bobine. Il faudrait qu'à ce moment, un second circuit puisse être proposé pour pallier à l'ouverture du circuit lié à notre bouton poussoir. Et c'est exactement ce qui va être proposé à travers l'utilisation d'un contact normalement ouvert de KM1, donc lié à cette même bobine qu'on utilisait précédemment. Ce qui nous donnera à peu près cette séquence. Tout d'abord, l'appui sur le bouton poussoir S2, la fermeture du circuit et donc l'alimentation de ma bobine KM1, la création du champ magnétique découlant de cette alimentation et le changement d'état de tous les contacts liés à ce champ magnétique, donc à cette bobine. Ces contacts étant normalement ouverts au repos, ils vont donc se fermer, alimentant comme auparavant mon moteur KM1 et la lampe H2, mais également le nouveau contact mis en parallèle sur mon bouton marche qui offrira une seconde voie d'alimentation quand mon bouton reviendra à sa position de repos. Ce contact permettra donc l'alimentation de ma bobine et cette même bobine, une fois alimentée, créera donc le champ magnétique qui permettra donc au contact de rester collé. C'est donc ici la technique du serpent qui se mord la queue, puisque la bobine, une fois alimentée, permet la fermeture du contact et ce contact permet l'alimentation de la bobine. Alors tout va pour le mieux, nous avons créé un système qui permet d'alimenter durablement notre moteur. Il va nous falloir créer maintenant un système capable de l'arrêter. Et pour ce faire, on viendra couper l'alimentation de la bobine de KM1 par l'intermédiaire du bouton S1. À l'appui sur celui-ci, le circuit s'ouvrira et la bobine KM1 sera désalimentée. Sans alimentation, celle-ci ne pourra plus produire le champ magnétique permettant à ces contacts liés de rester collés. Ils retomberont donc à leur état de repos, coupant ainsi l'alimentation du moteur et du voyant H2. Deux autres moyens seront utilisés pour couper l'alimentation de mon moteur. Le premier, c'est par l'intermédiaire du bouton S0. Alors, il agira de la même manière que le bouton S1, mais il s'agit ici d'un bouton d'arrêt d'urgence. Quant au second moyen, il s'agira des protections magnétiques et thermiques de notre process. Tout d'abord, la protection thermique par l'intermédiaire du relais thermique F1 qui, en cas de surcharge moteur, viendra ouvrir le circuit en amont de la bobine KM1. Quant aux protections magnétiques, donc contre les courts-circuits, celui-ci pourra s'ouvrir à travers les fusibles F3, F2 ou encore plus en amont, Q1. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines, nous viendrons étudier le double sens de marche ainsi que différents démarrages moteurs.
Merci pour votre attention et à très bientôt.